Dernière intervention pour cette table ronde de suivi, c'est une intervention de Sarah Lenoir du cabinet Lexing, avec lequel nous avons entamé la rédaction d'un livre blanc sur les données et la gestion des données non personnelles. Et c'est un sujet finalement relativement nouveau, mais qui nous permet quand même de mettre en lumière deux points qui vont impacter la gouvernance et la manière d'organiser, de structurer la gestion des groupes. C'est la question des données personnelles et la question des données non personnelles sur laquelle la Commission européenne a pris récemment une position et qui ne manquera pas d'impacter notre activité dans les mois qui arrivent. Bonjour à tous, merci beaucoup de me faire intervenir sur les sujets européens et je voulais vous proposer de vous parler de deux actualités sur les data. Une première actualité brûlante, c'est le règlement général pour la protection des données. On va voir en quoi elle est brûlante dans sa deadline et puis dans sa mise en œuvre. Et une actualité un peu plus prospective, puisque un projet de règlement sur la propriété des datas non personnelles a été publié par la Commission européenne mi-octobre, et qui vient un peu poser un principe de propriété, un principe général de toutes les données à caractère non personnel relèvent d'un droit de propriété, au sens code civil du terme, tel que vous le connaissez parfaitement. Donc là-dessus, sur ce projet, c'est très prospectif, hein, c'est qu'un texte à l'état de projet. On a généralement entre 3 à 5 ans avant qu'un projet devienne réellement adopté par une commission et va faire l'objet de nombreux débats, puisqu'on a déjà, au moins en France, des instances qui s'élèvent contre ce projet de data, de propriété des données non personnelles. Le Conseil national du numérique, notamment, a fait un texte contre cette proposition de loi, dont l'objectif est de créer un marché unique de la data non personnelle. Et le Conseil national du numérique relève que la notion de propriété est peut-être contraire à la notion d'échange des datas. Voilà, une petite parenthèse sur cette actualité future. Je vous propose de revenir ensemble sur l'actualité plus brûlante, qui est celle du règlement général à la protection des données. Ce règlement général, c'est quoi ? Alors, ce règlement, il a été adopté le 27 avril 2016, publié au journal officiel en mai de cette même année-là, entré en vigueur le 24 mai, mais mis en application qu'à compter du 25 mai 2018. Donc on a laissé 2 ans à l'ensemble des écosystèmes européens, entreprises privées, entreprises avec mission de service public, organismes publics, ministères, États, enfin toute personne morale confondue. On a laissé 2 ans à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, pour se mettre en conformité avec ce règlement. Ce règlement, c'est quoi ? C'est un texte qui est assez long, assez dense, qui vient remettre un petit peu à plat les obligations des uns et des autres quant à la protection des données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est quoi ? C'est toute donnée qui vient identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc, chacun d'entre vous en a dans ses bases de données. D'un point de vue organisationnel interne, une base de données RH est une base de données à caractère personnel. Et ensuite, bien sûr, d'un point de vue externe, tout ce qui touche au baux et à la gestion locative implique forcément une gestion et un traitement de données à caractère personnel. La notion de traitement est également vue de manière large par les textes, puisque le simple fait de collecter de la donnée à caractère personnel est considéré comme un traitement, de l'enregistrer également. Un traitement peut être numérique, un traitement peut être papier, et le simple fait de supprimer de la donnée à caractère personnel est également un traitement. On était avant sur une directive de 1995 qui était elle-même inspirée de la loi française de 1978. Donc on avait un régime qui était en France et en Europe ancré dans des textes et appliqué de manière plus ou moins
précises par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on est sur un texte qui vient un petit peu renverser les paradigmes et on va voir en quoi on inverse un petit peu la logique existante qui implique donc des changements au sein des organismes. On a encore 5 à 6 mois pour se mettre en conformité, puisque le 25 mai 2018, c'est très bientôt, même si j'imagine que chacun d'entre vous a déjà fait cette démarche en interne. Ce règlement, il propose un nouveau cadre juridique unifié pour l'ensemble de l'Union européenne. On est sur un règlement et la différence entre la directive et le règlement, c'est que le règlement, il est applicable directement dans les États, sans transposition préalable par une loi au sein des États membres. Contrairement à la directive de 95 qui nécessitait de la transposition et qui dit transposition, on l'a évoqué tout à l'heure, dit une certaine marge de manœuvre dans cette transposition. Ce règlement, certes, il est d'application directe, mais il laisse dans 57 cas, dans 57 possibilités de déroger à ce texte ou bien d'avoir des solutions plus souples pour prendre quand même en compte les diversités nationales et laisser une certaine souveraineté à chacun des États dans la mise en place de ce règlement. Donc on a une réglementation unifiée au niveau de l'Union européenne, sauf dans 57 cas, ce qui peut faire beaucoup de cas au regard de tous les membres de l'Union européenne. Ce règlement vient créer ce qu'on appelle un guichet unique. Donc, même si on a des ramifications partout en Europe, des filiales au sein d'autres pays de l'Union membre, on va choisir un seul organisme européen, un seul organisme de protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire que si vous avez votre établissement principal en France, vous allez choisir la CNIL comme étant votre référent principal. Et on a une coopération qui est renforcée entre chacune des autorités nationales données personnelles, puisqu'on a un groupe qui s'appelle le G29, qui est la multiplication de tous les organismes de protection nationaux, qui vient créer un groupe de pensée et de définition de ce que sont ces règles européennes en matière de données à caractère personnel. Ce RGPD vient renforcer le droit des personnes. Donc on a vraiment un système qui vient prévoir de nouvelles sources d'obligations pour chacun et qui vient renforcer les droits des personnes physiques. On a un droit à la portabilité des données. On a des droits qui sont renforcés sur la protection des mineurs ainsi que sur le droit à l'oubli. On a un système de conformité qui est basé sur la transparence et sur la responsabilisation. Et c'est là le changement de paradigme qui s'opère par rapport aux anciennes dispositions européennes. C'est qu'avant, on était dans un système où, quand on était soumis à un contrôle, c'était à l'organisme qui contrôlait, la CNIL en France, de prouver qu'on avait mal rempli ses obligations. Aujourd'hui, le système est inversé et vous allez devoir prouver que vous avez bien rempli toutes vos obligations. Ce qui implique nécessairement un changement dans la gestion des données à caractère personnel, une documentation plus importante des fichiers et des finalités pour lesquelles les fichiers sont organisés et sont enregistrés dans vos systèmes d'information. Donc on perd l'ensemble des obligations déclaratives qu'on avait précédemment auprès de la CNIL, donc on n'aura plus de déclaration à faire ou de demande d'autorisation particulière à faire pour traiter de la donnée à caractère personnel. Par contre, on devra avoir un registre qui liste l'ensemble des traitements que l'on opère et qui viendra prévoir les finalités pour lesquelles les traitements sont opérés, quelles sont les données qui sont collectées pour ces finalités, quelle est la durée de conservation que l'on entend associée à ces données-là, et ceci, on devra le documenter un maximum. On a également dans ce règlement des responsabilités qui sont davantage partagées entre le responsable de traitement et le sous-traitant, qui sont les deux grandes catégories qui sont posées par la réglementation informatique et liberté. Et avant, le sous-traitant avait très peu de responsabilités, et maintenant on vient donner au sous-traitant, donc à celui qui héberge les données pour vous, des responsabilités grandes en termes notamment de sécurité et de confidentialité.
On a également plein d'articles qui concernent les transferts hors Union européenne sur ces données à caractère personnel. Donc les flux transfrontaliers sont à nouveau gérés dans ce règlement, même si aujourd'hui on favorise largement des serveurs en France et des données à caractère personnel, au moins dans des serveurs basés sur l'Union européenne. Et c'est pour ça que l'actualité est brûlante et que le règlement général pour la protection des données fait grand bruit, des sanctions qui sont encadrées, qui sont graduées, mais qui sont surtout renforcées, puisque aujourd'hui, les sanctions qui sont prévues sur le règlement sont importantes. On est à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou à 20 millions d'euros en amende forfaitaire maximale, ou bien à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui est colossal. Alors bien sûr, c'est des amendes forfaitaires maximales. Hein. On est sur le haut du risque. Mais alors qu'avant, on était sur quelques milliers d'euros d'amende, le niveau de risque est largement élevé, d'où aussi la nécessité de se mettre dans une position de conformité. Donc ces principes clés tels qu'on les a vus et qui vous sont répertoriés ici, les grands principes clés du RGPD, c'est 1, la minimisation. On ne doit collecter que les données qui sont strictement nécessaires à notre activité et aux finalités que l'on a prévues. La protection des données dès la conception. Donc on doit s'engager dès l'idée même de collecter une donnée à l'encadrer et à la sécuriser dans sa sécurisation physique, mais aussi dans sa sécurisation conceptuelle. On doit avoir un consentement précis en fonction de finalités spécifiques qui sont définies. Alors le consentement, il peut être donné bien sûr par la personne physique. Hein. On connaît tous les formulaires de collecte où on coche tous la case « J'accepte de donner l'ensemble de mes données à caractère personnel ». Le consentement peut aussi venir d'un intérêt général ou d'un cadre légal. Donc dans certains cas, on n'a pas besoin du consentement de la personne physique, c'est la loi qui vous donne le consentement à collecter ces données à caractère personnel. On a ce qu'on appelle une protection par défaut. Donc, on se doit de protéger les données dès leur conception et par défaut. Et le principe d'accountabilité, qui est ce principe de protection en amont, et on devra prouver que ces données sont bien protégées. Cette mise en conformité, elle a un coût. Elle a un coût qui est réparti. Alors, c'est une étude qu'on a fait auprès de plusieurs de nos clients. Le coût de cette mise en conformité, alors il est très grand si, depuis 1978, la loi Informatique et Liberté, on n'a rien fait sur ces données à caractère personnel. Ce coût est plus faible si, bien sûr, on est déjà conforme à la loi de 1978 ou à la directive 95. Le coût de mise en conformité sera moins élevé, mais il peut être réparti sur 5 grands champs. Un champ qui est évalué à peu près à 30% dans la mise en place d'outils. Je vous parlais tout à l'heure du registre, mais il peut y avoir d'autres types d'outils de sécurisation de la collecte et sécurisation dans la procédure en elle-même. Donc on va avoir un grand nombre de procédures, de process organisationnels qui vont être mis en place. On préconise de faire une cartographie légale, bien sûr, de l'ensemble du système d'information pour, avant de lancer la mise en conformité, faire une photographie de l'existant, analyser l'écart et le risque associé à la mise en conformité au règlement général et ensuite définir les actions de sécurisation. Des procédures juridiques qui devront être définies également, à peu près 20% du coût, des nouvelles organisations de travail. Alors, on a la nomination d'un DPO, un Data Protection Officer, qui va venir piloter cette mise en conformité et ensuite la maintenir, et une stratégie juridique à définir en groupe, au sein du groupe, sur cette mise en conformité. Cette mise en conformité, la CNIL en a défini 6 étapes. 6 étapes clés pour se mettre en conformité au règlement. L'instance anglaise a défini 12 étapes.
le cabinet Bensoussan et Maître Alain Bensoussan ont défini 20 étapes, qui sont finalement des subdivisions des 6 ou des 12 étapes, mais qui sont plus précises dans la définition de chacune des différentes hypothèses à bien sécuriser. Alors, ces 20 étapes, je ne vous les détaille pas, hein, c'est des propositions organisationnelles que vous pourrez reprendre en interne pour voir avec les instances, soit DSI, soit services juridiques, pour organiser cette mise en conformité par étapes, mais qui nécessite en amont cette conformité, cette réflexion sur la photographie de l'existant et ensuite de définir des actions. Alors les 20 actions ne sont pas forcément nécessaires, mais certaines des actions sont parfois sont préconisées pour bien définir l'ensemble des éléments à mettre en conformité dans ce règlement.